Et on va directement écouter le témoignage du chef de mission de SOS Chrétiens d'Orient, actuellement en poste à Beyrouth. Bonjour Jean-Marie Ménaud. Bonjour Jean-Rémy. Jean-Rémy, pardon. Vous étiez dans la capitale libanaise au moment de ces terribles explosions. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vécu ? Écoutez, c'est vrai, j'étais en effet à Beyrouth hier soir à 18h10 heure locale lorsque l'explosion a eu lieu. Tout d'abord, moi ce que j'ai entendu, c'était un bruit dans le ciel suivi d'une explosion assez lointaine, mais pas si lointaine que ça finalement, et on sentait que c'était quand même quelque chose de fort. Je m'inquiétais pas plus que ça parce que je me suis dit voilà, c'est pas proche, c'est peut-être un exercice de l'armée. Ça peut arriver. Puis 10-20 secondes plus tard, une énorme explosion cette fois-ci qui fait trembler l'immeuble. J'ai cru quelques secondes qu'il allait s'effondrer. Les vitres explosent, les alarmes des voitures se déclenchent, les gens paniquent dans la rue, on entend des cris, des pleurs. Toutes les vitres des rues adjacentes ont explosé également. Et donc voilà, aujourd'hui malheureusement la société libanaise, elle est organisée, malheureusement habituée à ce genre de choses depuis la guerre civile qui a eu lieu maintenant il y a quelques années, et ils savent qu'ils sont dans un pays instable et que ce genre de choses peut arriver. Jean-Rémy, décidément, un mot peut-être, si vous le voulez bien, sur le climat justement qui règne dans le pays. On imagine que la population libanaise est sous le choc aujourd'hui. Oui, la population libanaise est sous le choc, déjà qu'il traverse une crise économique et bancaire terrible depuis quelques mois. La livre libanaise a perdu de sa valeur, 50% de la population est passée sous le seuil de pauvreté, et puis cette explosion qui touche le poumon économique du pays, qui est le port. Donc en sachant que la situation économique est catastrophique, on touche en plus le poumon économique du pays, ce qui va ne faire qu'empirer la situation. Et donc là, c'est l'aide d'urgence, les Libanais ont perdu leur maison, ou alors il y a énormément de travaux à faire. Donc évidemment, en toute sécurité, nous, SOS Chrétiens d'Orient, on va s'associer aux opérations d'urgence, on va apporter notre soutien financier à la population, en effectuant des donations, en achetant du matériel, notamment pour les hôpitaux, parce qu'il y a des hôpitaux qui ont été détruit, l'hôpital de la Quarantaine qui est dans le lieu très proche du port, à moins d'1 kilomètre, et qui accueille des grands prématurés. Et j'ai vu des photos, j'ai eu un docteur au téléphone de cet hôpital que je vais rencontrer cet après-midi, qui m'a dit que l'explosion avait vraiment ravagé l'hôpital, qu'il ne pouvait plus accueillir, que les bébés, les enfants ont dû être amenés à l'extérieur dans d'autres hôpitaux. Jean-Rémy, est-ce que vous êtes toujours à Beyrouth en ce moment même? Alors je suis parti de Beyrouth pour la nuit parce qu'il y avait ce risque de nuages toxiques dû aux substances qui se sont dégagées avec l'explosion. Cependant, je vais aller refaire un aller-retour cet après-midi sur Beyrouth justement pour évaluer les dégâts, rencontrer nos partenaires et mettre en place les premières actions d'urgence pour la société libanaise. C'est une vraie préoccupation, hein, on imagine, pour les habitants, ce nuage toxique. On n'en sait pas plus pour le moment sur la nature de ces retombées qu'il pourrait avoir. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Rémy Ménaud, chef de mission de SOS Chrétiens. Merci infiniment pour votre témoignage. On accueille maintenant 2 invités pour comprendre dans quel contexte cette catastrophe vient de frapper le Liban. Le chercheur et politologue franco-libanais Ziad Majed, bonjour. Bonjour. Et le journaliste et professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Frédéric Pons. Alors, avant d'évoquer les multiples crises qui frappent donc actuellement le Liban, je voudrais d'abord votre réaction à ce qui s'est passé hier soir. Frédéric Pons, peut-être, c'est vraiment le cœur du Liban, le poumon économique qui a été touché par ces explosions. Oui, mais c'est d'abord un pays ami, un pays qui est très cher à la France, un pays avec lequel nous avons des liens historiques, politiques, culturels, religieux aussi. Le Liban fête cette année son centenaire. À l'origine, on trouve la France, 1920. Et donc, il y a des liens tellement forts avec le Liban que si les Libanais sont frappés aujourd'hui au cœur, les Français doivent l'être aussi. C'est extrêmement émouvant. Cette catastrophe nationale est une tragédie humaine, d'abord bien entendu, mais sur un fond de catastrophe économique et sociale, et on va parler sans doute. Le président Macron a annoncé que de l'aide serait évidemment était en cours d'acheminement vers le Liban. Ziad Majed, c'est un choc supplémentaire pour le Liban, un pays qui traverse déjà l'un des moments les plus délicats de son histoire.
Tout à fait. Le pays traverse un moment de déclin, voire il agonise depuis quelques mois. Il y a à la fois une crise politique aiguë, mais surtout une crise économique et financière qui étouffe une grande partie des Libanais. Leurs dépôts dans les banques ont disparu, le gouvernement n'a plus de revenus, et en même temps, la corruption colossale qui a pendant très longtemps dominé, avec une très mauvaise gestion de plusieurs secteurs vitaux dans le pays, font qu'aujourd'hui, les Libanais étaient déjà en pleine crise quand cette catastrophe les a frappés et a montré à quel point la gestion du pays est catastrophique, puisque on évoque aujourd'hui que ce nitrate d'ammonium est sur le port de Beyrouth depuis 2014, donc au sein de la capitale depuis 6 ans, sans des mesures et pour des raisons d'ailleurs qui restent pour le moment inconnues. Alors Frédéric Pons, justement, la gestion de cette substance, on le sait, très dangereuse, ça illustre peut-être l'état de délitement du pays à l'heure actuelle ? Oui, c'est un terrible révélateur de ce qui vient d'être dit par Vial, et très juste, terrible révélateur de l'état de déliquescence, de sous-administration, de corruption ambiante de ce malheureux pays. Alors, il y a l'aspect économique et social, la dette du Liban, la dette publique, c'est 92 milliards de dollars, c'est-à-dire 170% du PIB. Enfin, ils sont à terre sur ce plan. Il y a la catastrophe sociale. Vous savez, il y a 35-40% de la population qui est au chômage. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est très mal au Libanais. Près de 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans ce pays qui pourrait très bien vivre, qui pourrait être riche, et qui a été à une certaine époque, pour la totalité de la population. Eh bien, aujourd'hui, le Liban je vous interromps parce qu'on a une liaison qui n'est pas très bonne. On va essayer de remédier à ce problème. Oui. Ziad Majed, est-ce que vous pouvez nous resituer comment cette crise économique que le pays subit est née quelque part? Est-ce que on se souvient notamment de ces manifestations, crise économique, également sociale? C'est vraiment de multiples facteurs qui sont en train de secouer le Liban. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'un côté un facteur politique, le fait que le pays a un système confessionnel fait que toutes les communautés religieuses sont représentées. Et si politiquement, on peut dire tant mieux, mais au niveau du clientélisme et de l'administration, cela crée des portes de corruption qui sont assez importantes. Puis, il y a eu la gestion économique et financière. Le pays s'est endetté énormément avec une décroissance économique, donc il n'est plus capable de payer la dette, et comme il a été dit justement, la dette fait plus de 170% du PIB national, avec des dépôts dans les banques qui étaient à peu près à 200 milliards de dollars et qui aujourd'hui ont été utilisés au niveau de cette dette dans son côté interne, et les Libanais qui vont chercher leur argent dans les banques, on leur dit que vous ne pouvez pas prendre votre argent, il faut attendre la fin de cette crise-là. En même temps, il y a une inflation. Cette inflation fait que la livre libanaise a été dévaluée, la pauvreté s'est élargie, le pouvoir d'achat s'est écroulé, et il n'y a pas de perspective puisque ni la croissance économique permet de rétablir une situation normale, ni les aides internationales et les investissements arrivent, vu la situation dans la région, mais vu aussi la corruption et la médiocrité de la classe politique libanaise, et vu également les conflits que Hezbollah entraîne le Liban à leurs arènes, que ce soit en Syrie ou ailleurs, et qui crée des tensions avec les pays du Golfe, anciens soutiens du Liban. Alors justement, certains voient dans le pouvoir du Hezbollah la cause de l'isolement du Liban aujourd'hui. Est-ce que c'est votre point de vue ? Oui, c'est tout à fait ce que j'essaie de dire, c'est que, et cela ne veut en rien justifier les positions des Saoudiens ou autres, mais le fait que Hezbollah est l'allié de l'Iran et qu'il s'est impliqué dans la guerre syrienne et qu'il est en même temps sur plusieurs fronts dans la région, sans l'aval d'une grande partie des Libanais, fait que ce pays-là est isolé depuis des années, et avec l'isolement, il y a très peu d'investissements, très peu de revenus, et en plus il y a des sanctions. On ajoute à cela les conséquences de la guerre en Syrie, la présence d'1 million de réfugiés au Liban, le fait qu'on ne peut plus
exporter et le pays importe 81% de ses besoins en devises étrangères. Si on met tout cela, on voit que les perspectives aujourd'hui sont vraiment fermées, limitées, et l'explosion révèle la crise d'électricité, puisque les secouristes ont travaillé sans lumière. Pourquoi? Parce que le pays, bien qu'il a investi 47 milliards de dollars depuis 2008 dans le secteur de l'énergie, il y a toujours des coupures d'électricité. L'argent entre corruption, entre malgestion, n'a pas servi à réparer l'électricité. Un problème de déchets. Il y a des problèmes à tous les niveaux, et c'est certainement une responsabilité de la classe politique, des gouvernements successifs, y compris celui-là qui est en place depuis décembre. Alors je voudrais qu'on s'attarde sur un des problèmes que vous venez d'évoquer, c'est évidemment le conflit en Syrie. Eh bien, le Liban, il faut le dire, a dû faire face à un afflux massif de réfugiés. C'est ce qui explique aussi en partie cette crise que le pays subit actuellement, Ziad Majed? Non, je ne pense pas qu'il explique la crise. Il a probablement accéléré certains aspects de la crise, puisque la présence d'1 million de réfugiés, évidemment, ajoute des pressions, mais une bonne partie de ces gens-là recevaient de l'aide internationale, une bonne partie travaillait et contribuait à l'économie libanaise, et les 1 million de réfugiés, ils ne sont pas tous démunis et pauvres et chassés de leur terre par le régime Assad. Il y en a certains qui sont de la bourgeoisie syrienne et qui ont mis de l'argent dans les banques libanaises. Donc ça, c'est aussi une attitude libanaise de jeter la responsabilité sur les réfugiés palestiniens dans le temps et syriens aujourd'hui. La responsabilité, elle est surtout celle de la classe politique libanaise qui à la fois a contribué au pillage du pays, à la mauvaise gestion, et qui se renvoie entre ses composantes les accusations, à tort ou à raison, mais c'est la responsabilité des dirigeants libanais qui ont montré depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui à la fois la faillite et l'incapacité et l'irresponsabilité, mais aussi les scandales de corruption s'accumulent dans le pays sans que le système judiciaire soit indépendant et capable d'investiguer et d'enquêter et d'arriver à des résultats qui mettent fin aux corrompus, jusqu'à maintenant impunis dans le pays. Donc c'est vrai que la guerre en Syrie, par contre, a eu des conséquences, et comme j'avais dit, l'exportation de tous les produits agricoles qui se faisaient à travers la Syrie est aujourd'hui plus compliquée. Il y a moins d'investissements qui arrivent dans la région, il y a moins de tourisme, il y a presque plus de touristes, mais tout cela c'est aussi et en partie la conséquence de politique libanaise dans la région. Et il faut dire aussi, Ziad Majed, que longtemps, le Liban était considéré comme un modèle. On parlait à un moment de la Suisse, du Moyen-Orient. Oui. Un modèle aussi sur le plan confessionnel, cette capacité à faire cohabiter les différentes confessions qui étaient un peu uniques, en tout cas dans la région. Tout à fait. Il y a eu un modèle assez exceptionnel dans la région qui s'est développé à partir de 1920, au début sous le mandat français et après l'indépendance en 1943. C'est un modèle qu'on appelle consociatif, c'est-à-dire un modèle où la démocratie n'est pas par majorité, mais par consensus, afin que tous les représentants des communautés religieuses se sentent concernés et que personne ne soit inclus. Donc on a 50% des sièges dans le Parlement et dans le gouvernement accordés aux chrétiens, 50% aux musulmans, le président de la République est chrétien maronite, le chef du Parlement est musulman chiite, le Premier ministre musulman sunnite, et l'administration publique, elle est également, les fonctions importantes sont réparties entre les communautés. Sauf que ce même modèle qui se voulait un modèle de coexistence est devenu en soi une des raisons des tensions et de l'échec de la construction de la citoyenneté au Liban. Parce qu'au lieu de se sentir libanais, le clientélisme a fait, et en même temps la manipulation politique du confessionnalisme ont fait que les gens se représentent plus en la communauté qu'en la nation, et cela a alimenté les tensions. Des communautés libanaises ont cherché des alliances ailleurs dans la région, et des acteurs externes aussi ont cherché au Liban à investir politiquement et à s'affronter sur la scène libanaise. Merci. Au lieu de s'affronter directement. Donc finalement ça nuit également à la stabilité du pays et à la construction d'une citoyenneté, une vraie, dans cette petite nation. Merci infiniment.
Ziad Majed. Merci à vous. Et merci aussi à Frédéric Ponce d'avoir aussi été avec nous pour décrypter ce qui se passe en ce moment au Liban. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à l'actualité. Vous avez la parole sur Sud Radio. On revient dans un instant pour parler du secteur du tourisme, frappé évidemment de plein fouet par la crise du coronavirus, mais avec tout de même un bilan qui s'annonce meilleur que prévu. Et puis avec le retour des fortes chaleurs à partir d'aujourd'hui, eh bien nous vous aiderons à choisir vos crèmes solaires, en particulier pour vos enfants. Restez avec nous.